N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togovi News. Ina, bonjour. Bonjour, Greg Eric. Merci de nous avoir rejoints. Vous revenez ce matin encore sur le cas François Bokor, mais vous parlez d'abord de la fébrilité du régime de Faure Gnassingbé. Une fébrilité, selon vous, qui est mise à nu par François Bokor, justement, mais aussi la France qui est dans un rôle obscur, hein, Ferdinand. Oui, tout à fait. Nous sommes revenus sur ce temps-là qui a secoué la semaine dernière la scène politique et la scène médiatique. Il continue d'abord encore de faire des vagues. Et on a bien remarqué que juste pour un retour d'un seul homme, comme M. François Bokor, le régime était dans une situation vraiment inconfortable. On a mobilisé tous les moyens pour empêcher ce retour-là. On a mis à contribution la France, des compagnies aériennes. Et M. Bokor, lui, il a profité pour porter le régime à la faute. D'abord, en quelques jours, il a réussi à se faire imposer sur le plan médiatique sur l'ensemble du pays à l'international, à travers une communication assez poussée, parce que les gens disent, il faut reconnaître quand même que tous les médias étaient mobilisés autour de lui et c'est une première fois. Et ensuite, il est apparu comme un grain de sable dans la machine du régime parce que on était sur des sujets genre politiques comme les problèmes à la C14, les rencontres avec Faure Gnassingbé ou carrément le TND. Et tous ces sujets ont été balayés d'un revers de la main par l'actualité autour de M. François Bokor. Aujourd'hui, on remarque bien que plus personne ne PNG s'est passé de l'autre côté du rideau. Et il n'y a que M. Bokor sur les médias. Même si on parle de lui en bien ou en mal, il n'y a que de lui qu'on parle en réalité. C'est un coup de pierre. Et maintenant, au-delà de tout ça, il y a un le régime parce que, vous savez, dans le BND, il a été écrit dans les facteurs de risque que le climat politique est un véritable facteur de risque et que le régime s'engageait à aller dans le sens de l'apaisement pour attirer les investisseurs. Alors, lorsque on traite un citoyen togolais comme ça qui veut rentrer chez lui et qu'on empêche de rentrer chez lui et on fait ce qu'on a fait là, et quand on dit à des puissances qu'on n'est pas capable de garantir la sécurité d'un simple individu, un Togolais qui veut rentrer chez lui, je ne crois pas qu'un investisseur va mettre son argent dans ce pays-là. Et donc, ça a été une stratégie qui a mis vraiment en nu le régime et a mis en la gouvernance de M. Faure Gnassingbé. Maintenant, sur le côté de la France, on a bien vu que elle est toujours restée dans son rôle, un rôle toujours trouble. Souvenez, en 2009, la France avait cherché de manière spectaculaire le groupe Procosa et ramené Bolloré pour satisfaire les exigences de la politique qui avait interpellé fort en 2007 à une conférence à Lisbonne. On est dans le même cas de figure parce que la mission de Gilbert Barara à l'Élysée a consisté certainement à proposer quelque chose qui a dû amener Paris à reculer et une monnaie d'échange. Donc certainement, on sait que généralement la politique française est fortement soutenue par les politiques africains. On connaît l'histoire des mallettes, on connaît l'histoire des contrats qui permettent à la France parfois de se faire sur les questions de démocratie, d'élections libres et transparentes. Donc nous sommes dans un cas de figure où le régime est en train de choisir ses propres candidats pour l'élection de 2020, est en train de verrouiller le système, est en train d'empêcher les Togolais qui sont à la diaspora de rentrer pour prendre part à la vie politique. On a connu dans ce pays le cas Yamian, on a trouvé un moyen pour le taper. On a connu le cas Alberto Limpi, on a inventé une chose pour le taper. Et aujourd'hui, c'est M. Bokor. Alors, tout ça doit vraiment réveiller la diaspora togolaise et l'ensemble des Togolais qui veulent vraiment apporter leur contribution
l'émergence d'un État démocratique. D'accord. Ben, écoutez, on lira l'article à la page 3 de votre journal, Fébrilité du régime de Faure-Gnassingbé, mise en œuvre par François Bokor, la France, dans un rôle obscur. Autre sujet, Ferdinand, c'est par rapport donc à ce fameux riz birman, qui est finalement déclaré aussi, je veux dire, impropre en Côte d'Ivoire, et vous relevez des doutes aujourd'hui sur les analyses de l'Institut national d'hygiène du Togo. Oui, cette affaire continue de faire aussi des vagues, pas du côté du Togo, mais de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas combien d'émissions ne vont pas consacrer à cette affaire de riz birman ici. Nous-mêmes, au niveau de l'alternative, plus certains confrères comme l'Indépendant Express et Liberté, nous avons été convoqués à la hâte à la suite d'une plainte de la société Olam à travers son avocat. Et ce jour-là, lorsque nous avons comparu, on nous a dit, l'avocat, que nous avons comporté des mensonges, qu'il fallait faire des témoignages. Nous avons été fermes, nous avons refusé en disant que cette affaire de riz n'est pas claire, nous avons des éléments, que le riz n'est pas propre à la consommation. Alors, on a été là quand il y a eu un rapport de l'Institut d'hygiène du Togo. Et qui disait que oui, après l'analyse d'un échantillon de ce riz-là qui a été soumis, que le médecin, ou je ne sais pas, celui qui a fait le rapport, disait que le riz était propre à la consommation, mais que son avis ne s'arrêtait qu'à l'échantillon qui lui a été présenté. Alors, le bateau Océan Express n'a pas pu décharger son riz au Togo, ils voulaient ravitailler le Burkina Faso, ça n'a pas marché, ils sont partis au port de Clément, ils n'ont pas pu décharger ce riz-là, et finalement ils sont arrivés à Abidjan, et en Côte d'Ivoire, le riz a été déchargé et analysé. Les échantillons ont été prélevés et analysés. Et le gouvernement ivoirien s'est rendu compte que le riz n'était pas vraiment propre à la consommation. Et les 18 000 tonnes ont été saisies et ça va être détruit dans les jours qui viennent, selon le communiqué du ministre du commerce de la Côte d'Ivoire. Alors, la question que nous nous posons aujourd'hui, quel est l'échantillon qui a servi à l'analyse à l'Institut national d'hygiène togolais? Puisque cet institut dit que le riz était propre à la consommation. Est-ce que c'est une autre cargaison qui a été amenée à l'Institut, ou bien c'est la même cargaison, mais que le laboratoire a été sous pression? Et donc, on se pose la question aujourd'hui sur la fiabilité même des analyses de l'Institut national d'hygiène du Togo, parce que si un service comme celui-là déclare qu'un riz de ce genre était propre à la consommation et qu'en Côte d'Ivoire, on dit que le riz a varié, alors il y a fondamentalement, vous savez que l'Institut d'hygiène, c'est le seul service aujourd'hui dans le public où les gens feront faire des analyses. C'est le service qui est recommandé pour plusieurs analyses. Alors, est-ce qu'il y a eu corruption dans ce service-là? Est-ce qu'il y a eu, je ne sais pas, plaisanterie? Est-ce qu'il y a eu une fausse, je ne sais pas, un faux prélèvement vient le riz qui a été présenté n'était pas le riz qui était sur le navire. Dans tous les cas, il y a un problème et au niveau de l'institution du Togo, dont nous publions d'ailleurs le rapport qui avait confirmé que le riz était propre, doit s'expliquer sur ce qui s'est passé et il faut qu'il y ait une enquête interne pour savoir s'il y a eu corruption dans ce service. Parce que à un moment donné, les Togolais ne pourront plus faire confiance aux résultats que ce service fournit. Imaginez s'il y a un Togolais, par exemple, qui doit aller à une compétition, bien un concours, et qu'on lui demande de faire des analyses sur un certain nombre de pathologies, et que bon, certains petits malins arrivent à corrompre les gens là-bas, et on fait une analyse pour amener à disqualifier les candidats. C'est des choses qui peuvent arriver s'il y a la corruption dans ce service. Donc, nous sommes revenus ce matin sur le parcours qui a finalement pris fin en Côte d'Ivoire de ce riz toxique, mais en interpellant les responsables de l'Institut national du Togo. Bon, il y a beaucoup de choses quand même qui nous reviennent chaque jour sur cet institut. On ne va pas le dire aujourd'hui, mais on aura forcément une occasion de revenir sur ce sujet. Le dernier sujet que vous avez retenu, Ferdinand, c'est ce partenariat à Chongqing en Chine. Je pense avoir bien prononcé, c'est en chinois. Filmmaking Pictures et l'Institut Aldus ensemble pour le développement du cinéma au Togo. Hein? Oui, l'Institut Aldus qui se situe à Bassat et qui est connu de tous les journalistes et s'exerce dans le métier des technologies, est en train de tirer tranquillement sa toile. Et depuis quelques
quelques jours, son directeur s'est rendu en Chine, M. Abofan, pour signer un partenariat avec une société chinoise et plein de succès avec des rencontres avec le gouverneur de l'État dans lequel il s'est rendu en Chine, des promesses et un partenariat pour lancer l'industrie cinématographique au Togo, particulièrement dans le tourisme. Et je pense que c'est vraiment un partenariat qui arrive au bon moment pour Altis, qui exerce depuis des années dans ce domaine. Et ce partenariat permettra de Altis, un centre en Afrique de l'Ouest pour la production cinématographique. Donc, c'est à l'honneur de cette société qui a bossé et a finalement arraché ce partenariat. Nous lui souhaitons bonne chance. On lira l'article dans votre journal, d'ailleurs, l'Alternative, qui est dans les kiosques ce matin. Vous parlez également de Kako Nouboukwa, on ne va pas le commenter. Kako Nouboukwa passe à l'essentiel pour mieux apporter sa contribution au débat public. On lira l'article dans le journal et puis votre chronique, la chronique politique, la puissance de contrariété des peuples naît des enjeux qui les sollicitent. C'est à découvrir à la page 6 de votre journal alternatif. Merci beaucoup Ferdinand Haïté. Merci les gens qui ont détaillé. Allez, bonne journée. Bonne journée à toi. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.